Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Bibliothèque de droit. Bibliothèque de droit. Collection fondée et dirigée par Jean-Paul Serré. Cette collection a pour vocation d'assurer la diffusion d'ouvrages scientifiques sur des thèmes d'actualité ou sur des sujets peu explorés dans le domaine des sciences juridiques. Elle se destine notamment à la publication de travaux de jeunes chercheurs. Dernière parution. N. Bronzo, Propriété intellectuelle et droits fondamentaux. 1. Mansuy, La protection des droits des détenus en France et en Allemagne. E. Liddell, La justice pénale américaine de nos jours. E. Dubourg, Aménager la fin de peine. BLAPEROUSCHENEIDER dire, Le nouveau droit de la récidive. 5. Gousse, La libération conditionnelle à l'épreuve de la pratique. 1. BOEV, Introduction au droit européen des minorités. E. Gaillardeau, Le statut du mineur détenu. Monsieur Véricel dire, Les juridictions et juges de proximité. A. Maurice et N. d'Hervé, Justice de sûreté et gestion des risques. C. Bellard, Les crimes au féminin. W. Buiron, Droit des patients en fin de vie et pouvoir médical. 5. Da Silva, Réussir son cas pratique en droit de la responsabilité. J.P. Serré, Droit disciplinaire pénitentiaire. Bibliothèque de droit civil. Dédicace. À mon père. Remerciements. Remerciements. Mes premiers remerciements s'adressent naturellement à Monsieur le professeur Joël Moret-Bailly, pour son accompagnement précieux dans le cadre de ce mémoire. Sa confiance et sa disponibilité me furent essentielles. Mais, in largo que les professeurs de la faculté de droit de Saint-Étienne acceptent ma reconnaissance pour toutes ces années durant lesquelles ils m'ont dispensé cette passionnante discipline qu'est le droit, avec une attention particulière pour Madame Marianne Cotin qui a accepté de juger ce travail. Mes remerciements s'adressent aussi tout particulièrement aux membres de ma promotion de licence, dont les encouragements unanimes m'ont été précieux, ainsi qu'à mon ami et membre de cette profession si chère, Maître Grégory Mouy pour sa constante bienveillance. Un grand merci à Claudia, Édouard, Geneviève, Manu et Audrey pour leur indispensable contribution. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude à ma famille. Principales abréviations. Préface. Le conflit d'intérêts est une notion à la mode. Celle-ci tend en effet à s'intégrer ou à s'imposer dans nombre de matières ou de questionnements qui ne connaissaient pas le mot, et sans doute même pas la chose, il y a encore 1 ou 2 décennies. Dans ce contexte, la profession d'avocat a plutôt que d'autres adopté des règles relatives au conflit d'intérêts, celles-ci étant aujourd'hui essentiellement rassemblées dans le règlement intérieur national du Conseil national des barreaux. Cependant, la lecture de ces dispositions et encore plus leur interprétation par les juridictions amène immédiatement à prendre conscience que la matière est complexe, voire subtile, tant en ce qui concerne la qualification des hypothèses de conflit qu'en ce qui concerne leur traitement qui nécessite dès lors une étude détaillée, sérieuse et approfondie. C'est à un tel travail que s'est livrée Madame Noto Jaffeux, dans un premier temps dans le cadre de la réalisation d'un mémoire du Master de droit et justice de l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, Université de Lyon, puis dans sa reprise donnant lieu au présent ouvrage. Ce dernier est organisé autour d'un plan classique, notion régime, mais dont la justification ne réside pas tant dans son classicisme que dans la nécessité de distinguer 2 questions se posant tant théoriquement que pratiquement. L'identification des hypothèses pouvant être qualifiées de conflits d'intérêts, l'analyse des modalités de leur traitement. Dans ce contexte, certains développements pourraient paraître éloignés des pratiques, tels ceux consacrés aux valeurs sous-jacentes à la régulation des conflits d'intérêts des avocats. Mais ce serait oublier d'une part que l'accord n'est pas encore fait autour de ces valeurs, d'autre part que celles-ci importent à la qualification même des conflits et revêtent donc de fortes implications pratiques. Et cette impression est en outre rapidement gommée par d'autres développements qui donnent toute leur place à l'exercice concret de la profession d'avocat, notamment ceux consacrés au moment de la naissance possible du conflit. En bref, cet ouvrage nous paraît présenter un évident intérêt tant pour la construction théorique de la notion de conflit d'intérêts, actuellement en cours en doctrine,
qu'en ce qui concerne la mise en œuvre pratique de la notion, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des responsabilités civiles et disciplinaires des professionnels, affrontée à un certain nombre de questions qui pour la plupart d'entre elles ne connaissent pas de réponse présentée dans un cadre synthétique et heuristique. C'est à une telle lacune que nous semble répondre l'ouvrage de Madame Noto-Jaffeux. Joël Moret-Bailly, professeur de droit privé et sciences criminelles. Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Centre de recherche critique sur le droit, CERCRID, UMR-CNRS 5137. Janvier 2014. Il n'y a point d'éloge qu'on ne donne à la prudence. Cependant, elle ne saurait nous assurer du moindre événement. Maxime de La Rochefoucauld, Réflexion morale. Introduction. Lorsqu'il s'est agi de dégager, parmi les sujets proposés, celui qui constituerait un thème d'actualité suscitant des débats intenses, tout en se situant dans un domaine où le justiciable est le premier acteur concerné, le choix du conflit d'intérêts chez les avocats s'est rapidement imposé. L'avocat est le lien entre l'intérêt des parties et le droit. D'une part, toute personne qui entend user de son droit d'action en justice songera à s'enquérir d'un avocat, acteur privilégié pour défendre le public. D'autre part, à l'aune d'une société où le marché prend une importance croissante, l'avocat est devenu l'allié indispensable de toutes les personnes morales à but économique. En effet, qu'est-ce que le juge? La voix du souverain. Qu'est-ce que l'avocat? La voix de la nation. Or, à l'image du concept de théorie de l'action en justice de messieurs Visios et Motulski, où le droit d'action porte le droit substantiel que le justiciable souhaite faire valoir, l'avocat demeure le guide, ou expert indispensable à l'intérêt des parties pour cheminer dans les arcanes complexes du droit. Il est une personne ressource, un recours et un secours muni d'une capacité d'action faite d'un savoir juridique et garantie par des qualités morales attestées par la foi du serment qui est l'apostrophe engage dans la société et que ses pairs veilleront à faire respecter. Dans l'intérêt de la justice et du justiciable, tout avocat avant d'épouser sa carrière devra préalablement prêter serment en ces termes. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Par ailleurs, l'avocat respecte les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, et fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. En effet, les valeurs de l'avocat comprennent des principes, des devoirs et des obligations qui doivent guider les avocats en toutes circonstances, non seulement dans la vie professionnelle, mais également dans la vie privée. Or, bien que ces valeurs ne paraissent revêtir qu'une dimension morale, elles n'en constituent pas moins le corollaire du statut de l'avocat, la source de ses devoirs. Cette déclinaison des principes essentiels de la profession émane de la tradition du barreau et constitue les règles déontologiques de la profession d'avocat, dont la définition est la suivante. Les déontologies constituent, in fine, tout à la fois un instrument de contrôle des institutions professionnelles sur leurs membres, notamment par le biais de la discipline et du contrôle des contrats professionnels, mais également des instruments de l'indépendance des professionnels vis-à-vis de leurs interlocuteurs, professionnels ou non. En effet, tout manquement à ces principes constituera une faute déontologique justifiant une poursuite disciplinaire, mais aussi passible de l'allocation de dommages et intérêts fondés sur la responsabilité civile. Il est donc nécessaire qu'une institution puisse garantir l'indépendance des avocats, tout en contrôlant le respect des principes essentiels de la profession. En effet, la liberté, valeur commune des avocats est véhiculée par l'institution à laquelle ils appartiennent, l'ordre des avocats. Mais cette liberté ne peut qu'être défendue sous tous ses aspects, celle du client, celle de l'avocat, celle de l'ordre, celle de la nation. Sujet de prédilection de la presse actuelle, la question des conflits d'intérêts est prégnante dans notre société car elle met en cause aussi bien notre morale que nos peurs, la première à l'épreuve des secondes. L'affaire du Mediator, dans laquelle les mots corruption et conflit d'intérêts ont résonné tel un carillon incessant, constitue une illustration topique en la matière. Mais on ne pourra résister à la tentation de citer l'arrêt de la Cour de cassation, qui vient de se déclarer incompétente concernant le dessaisissement du juge Gentil dans l'affaire Bettencourt. Cet arrêt, qui a monopolisé toute la presse en juin 2013,
faisait suite à la révélation par les avocats de Nicolas Sarkozy des liens existants entre le juge Gentil et l'un des experts clés du dossier, témoin de mariage des époux Gentil. Par ailleurs, à la frontière de la place publique mais à l'abri du politique, au sens le plus théâtral que ce terme puisse revêtir, le conflit d'intérêts est devenu la préoccupation majeure d'une grande partie de la doctrine ainsi que l'objet d'études de la part de bon nombre de parlementaires. On pense au rapport du vice-président du Conseil d'État J. M. Sauvé relatif aux situations de conflit des intérêts dans lesquels peuvent se trouver notamment les membres du gouvernement, au rapport du sénateur J.J. Yest relatif aux avocats parlementaires qui représentent 10% de l'Assemblée nationale, mais aussi à la dernière publication de M. Hirsch, les conflits d'intérêts non gérés ruinent la démocratie. Ce terrain dans lequel évolue le conflit d'intérêts génère un premier a priori sur ce qu'il semble être. Dans le domaine de la santé, on songe à l'intérêt des pouvoirs publics au détriment de la prévention relative à la mise en circulation de consommables impropres, médicaments, aliments, etc. Dans le domaine public, la notion renvoie à la prééminence de l'intérêt personnel des représentants de la souveraineté étatique au détriment de l'impartialité, sur le fondement de laquelle se trouve la mission dont la nation les a investis. L'atmosphère s'alourdit dans les antinomies et le citoyen, esseulé, est alors saisi par un sentiment d'incompréhension, voire d'injustice. En effet, le conflit d'intérêts est stigmatisé, parce qu'on le présume source d'iniquité, facteur de détournement de pouvoir, voire de corruption. S'agissant de notre objet, c'est donc naturellement que la première idée qui se soit dessinée ait été celle du conflit entre l'intérêt de l'avocat et l'intérêt de ses clients. Et pourtant, le conflit d'intérêts mobilise bon nombre de sources normatives. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et son droit au procès équitable, tout d'abord, mais aussi le Code civil permettant de considérer la responsabilité de l'avocat face à ses obligations, ainsi que le Code de procédure civile pour la charge de la preuve et le recours aux voies d'exécution. Mais le caractère exclusivement déontologique de la règle du conflit d'intérêts a pour conséquence que sa source textuelle la plus importante est sans conteste le Règlement intérieur national, résultant du décret du 12 juillet 2005, qui constitue le socle de la déontologie commune des avocats, le législateur ayant confié le soin au Conseil national des barreaux d'unifier par voie de disposition générale les règles et usages de la profession des avocats. Composé de 6 titres, du Code de déontologie des avocats européens et d'annexes, le RIN traite du conflit d'intérêts, dès son titre premier intitulé « Des principes » et plus précisément dans son article 4 et ses 9 alinéas. Or, à la lecture du texte, on ne peut que constater que le conflit d'intérêts s'attache exclusivement aux intérêts des parties alors même que les auteurs considèrent le conflit dans une relation triangulaire dans laquelle seraient concernés l'intérêt des clients et celui de l'avocat. La démarche préliminaire s'est donc naturellement portée sur la notion de conflit d'intérêts, les acteurs qu'elle concerne, la manière dont elle les implique, les critères qui la constituent. En effet, la notion de conflit d'intérêts est très utilisée mais aucune définition n'a été donnée alors même qu'elle constitue une règle déontologique fondamentale. Nous avons tenté d'obtenir les travaux préparatoires des lois constituant les prémices de la notion, mais le Conseil national du barreau ne s'adresse qu'aux avocats. En conséquence, l'interprétation exégétique de l'article 4 du RIN, complétée par les différentes interprétations doctrinales de la notion de conflit d'intérêts, ainsi que des articles relatifs plus particulièrement au conflit d'intérêts chez les avocats, a constitué la première phase de notre démarche. Constatant très rapidement que peu de doctrines traitent de notre objet, la nécessité de se pencher sur l'histoire des avocats en général, sur leurs règles déontologiques en particulier, et sur leurs réactions coutumières face aux conflits plus précisément s'est vite imposée à nous. Lorsqu'il s'agit de borner les contours d'une notion obscure, l'étude de la jurisprudence, dans son rôle d'uniformité de l'interprétation, constitue une aide indispensable. Cependant, dans notre objet, l'institution de contrôle compétente est le Conseil de l'ordre dont la majeure partie des décisions sont rendues à huis clos et ne sont donc pas publiées. Néanmoins, les contestations relatives aux sanctions rendues par le Conseil nous auront permis d'accéder à un certain nombre de décisions des cours d'appel. Ces décisions se trouvent essentiellement dans la Gazette du Palais, qui ne dispose pas d'une base de recherche établie et qui est dite de manière chronologique.
La méthode de recherche adoptée a donc été celle de rassembler les arrêts cités dans la doctrine, puis de s'installer de nombreuses heures dans les rayons bibliothécaires des archives de la Gazette. S'agissant des arrêts de la Cour de cassation, nous avons adopté une méthode traditionnelle de recherche dans laquelle la présence raisonnable de bruit a conforté notre avis quant au caractère satisfaisant de la méthode. Enfin, concernant les 2 cours européennes, force est de constater que nous n'avons pas trouvé d'arrêt relatif à notre objet. Munis de tous ces éléments, nous avons tenté d'appréhender la notion de conflit d'intérêts chez les avocats. Première partie. Par ailleurs, notre objet porte sur une profession au champ d'action éminemment large. Contrairement à la représentation que s'en fait la majeure partie des justiciables, l'avocat n'est pas seulement le défenseur au procès d'assises. S'agissant de la nature de sa mission, celle-ci s'élargit de plus en plus vers une fonction de conciliateur entre des parties contractantes, vente, contrat de travail, fusion, ou des époux qui souhaitent divorcer pour les cas plus illustratifs. Or ces missions confrontent des personnes aux intérêts antagonistes, n'est-ce pas là leur premier objet ? Le traitement du conflit d'intérêts ne peut donc que se révéler complexe. Résolue à nous en remettre à l'interprétation jurisprudentielle, celle-ci a malheureusement révélé de nombreuses contradictions, tant vis-à-vis de la téléologie du texte que vis-à-vis de la justice et de ce qu'on est à même d'attendre d'elle. Le droit est un régulateur social qui nécessite des moyens de coercition pour être respecté. Or, la prohibition du conflit d'intérêts est une règle déontologique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.